Bonsoir, bienvenue dans Studio Lacan pour une nouvelle émission qui aura aujourd'hui pour seule rubrique Un divan dans le monde, consacrée à la délicate question de la radicalisation, précisément religieuse, également appelée islamisme radical, débouchant parfois sur un acte terroriste. Ce terme de radicalisation reste difficile à définir. Il est tout autant complexe d'en dégager les causes qui sont multiples, bien sûr. Afin d'éclairer au mieux ce phénomène, d'en cerner la logique, les spécificités, Studio Lacan a décidé de recevoir des professionnels qui se confrontent de près à la question, qui écoutent ou ont écouté, sur des terrains différents, les propos de jeunes repérés comme radicalisés. Donc, sans plus attendre, passons à notre rubrique Un divan dans le monde que nous avons intitulée La radicalisation. Bonsoir. Studio Lacan reçoit aujourd'hui avec un grand intérêt deux invités dont l'expérience de terrain a beaucoup à nous apprendre sur ce phénomène de la radicalisation. On reviendra sur ce terme, qui a tant de conséquences, parfois tragiques, sur notre société et qui en est aujourd'hui une des impasses majeures. Déborah Van Jouwaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, vous exercez en libéral, et vous collaborez également à plusieurs dispositifs de l'aide sociale à l'enfance. Vous faites notamment partie depuis 6 ans d'un accueil spécifique et individualisé de mineurs incarcérés pour des faits de terrorisme en attente d'un jugement. Nous accueillons aussi ce soir Olivier Van der Hagen. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci de votre présence avec nous ce soir. Vous êtes philosophe et historien de formation, actuellement directeur de l'action sociale au Centre d'action sociale de Molenbeek, qui est une commune de Bruxelles, hélas connue pour avoir été la base arrière de certains des terroristes des attentats de 2015 et 2016 à Paris et à Bruxelles. Vous avez également été, de 2014 à 2021, responsable de la politique de la prévention de la radicalisation violente. Alors, Olivier, je vais commencer par vous. Peut-être pourriez-vous d'abord évoquer pour nous les missions qui ont été les vôtres à ce moment-là, à l'adresse de ce public très sensible, et parler également de la spécificité de votre approche pluridisciplinaire, qui mobilise à la fois les dimensions individuelles et collectives, hein, et peut-être à partir de situations un peu concrètes qu'on puisse se représenter. Alors merci tout d'abord de l'invitation. Alors il faut s'imaginer que quand on travaille à l'échelon local ou municipal sur un sujet aussi délicat, bon, ça s'inscrit vraiment dans le continuum des faits divers. Et donc on a d'abord commencé en 2014 en étant vraiment sensibilisé à toute cette vague de jeunes qui partaient, ou en tout cas qui partaient vers des zones de combat en Irak et en Syrie. On était essentiellement sensibilisés au départ par des mamans ou des familles. Donc on n'est pas forcément en contact avec des jeunes dits radicalisés. Et puis ensuite, on est vraiment dans un continuum, hein, les attentats de Charlie Hebdo, ou des attentats avortés, en tout cas en Belgique, puis des attentats de novembre 2015, et puis les attentats de Bruxelles, etc. Et donc, on est vraiment là au cœur de l'action, et progressivement, on a dû développer une stratégie pour toucher finalement ces publics très vulnérables. Et donc on a été dans ce qu'on appelle du learning by doing, hein, c'est-à-dire qu'on a tenté plusieurs alternatives, plusieurs stratégies pour voir quelle était finalement la bonne. Et donc concrètement, il n'y a pas de solution miracle, ou il n'y a pas de radicalisé type, si je puis dire. Donc lorsqu'on aborde une question ou un dossier individuel,
c'est toujours avec toute une série de présupposés qu'il faut agir, notamment abandonner l'idée qu'on va convertir quelqu'un ou le remettre sur le droit chemin, parce que ça ne fonctionne pas, le contre-discours totalement improductif en la matière, travailler vraiment avec empathie, bienveillance, même une empathie méthodologique, je dirais, adopter une posture de non-jugement. Tout ceci pour créer un lien de confiance avec ce public. Alors au niveau de la méthodologie stricto sensu, tout dépend évidemment qui vous avez en face de vous. Si vous avez un idéologue qui, à un moment donné, n'a pas été socialisé à travers de la violence et qui justifie ou légitime le terrorisme, par exemple, à travers une dimension religieuse, vous allez à travailler la question de l'idéologie. Et notamment, moi en tant que philosophe, j'ai développé une méthodologie plutôt axée sur le dialogue philosophique. Par contre, si vous travaillez avec un jeune qui a été socialisé à travers l'activité délinquante, déviante, et qui à un moment donné rencontre une offre spirituelle, c'est tout à fait différent de travailler sur l'idéologie. Il faut travailler à ce qu'il renonce finalement à l'action violente. Donc, il n'y a pas de cas d'école, il y a vraiment des situations, des biographies individuelles avec lesquelles il faut travailler. Alors, Déborah Van Woux, votre pratique de psychologue et psychanalyste se déroule donc sur un autre terrain, celui de l'intimité d'un cabinet. Oui. Alors, pourriez-vous nous expliquer le type de situation rencontrée et la façon dont vous orientez l'accueil, disons, clinique de ces jeunes? Alors, je collabore dans un dispositif qui existe depuis 6 ans, qui a été créé donc en France en 2016, qui est un accueil spécifique et individualisé qui vient en suppléance à la prison. C'est-à-dire qu'en principe, c'est des enfants qui sont incarcérés en prison préventive et qui sont en attente de jugement. Donc il y a, si vous voulez, la phase d'investigation qui est en route quand ils décident d'intégrer notre dispositif. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont accepté de quitter la prison pour venir intégrer un dispositif. Et ce dont il s'agit, c'est d'un appartement individualisé avec une présence éducative H24, 7 jours sur 7. Et ce dispositif s'ouvre 2 fois par semaine pour aller voir 2 psychanalystes, parce qu'on est 2 à intervenir sur chaque situation. Et donc commencer à écouter ce que l'enfant a à dire. Donc il faut savoir que c'est un dispositif qui a été créé dans un moment très particulier de notre pays, puisque jusqu'en 2015, les enfants terroristes étaient un fait rare et isolé, et que c'est à partir, si vous voulez, de cette année que la justice doit s'épancher sur cette délicate question. Il va se produire un phénomène assez inédit en France, je ne sais pas si en Belgique a été pareil, c'est que la justice va créer une juridiction ad hoc pour les mineurs terroristes. C'est-à-dire que depuis toute cette tradition... C'est le terme... Ah oui, c'est les parquets des mineurs terroristes. C'est-à-dire que depuis l'ordonnance 45, hein, je me rappelle un petit peu, qui régit toutes les politiques et toutes les infractions des mineurs en matière de protection de l'enfance, et qui a comme postulat quand même que l'enfant et l'adolescent est un être en devenir, et que donc on choisit les moyens éducatifs et les moyens des soins pour pouvoir faire avec des enfants criminels, on va les dire comme ça. Là, on se trouve dans une situation inédite où 2 justices vont se rencontrer, la justice antiterroriste et la justice des mineurs, pour créer un nouveau parquet dédié à ces enfants. Et ça va produire des choses assez spectaculaires. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des mineurs incarcérés pour des années, pour ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. C'est ces enfants-là que nous accueillons pendant 6 mois, voire 1 an, si les juges les décident ainsi. Et comment est-ce que vous avez travaillé votre position dans cette circonstance? Donc si je comprends, ces enfants, ils sont quand même volontaires pour sortir, Absolument. Pour entrer dans ce dispositif-là, ce qui est sans doute un point très important. C'est intéressant ta question, parce que nous, on ne sait pas pourquoi les services pénitentiaires ou pourquoi les parquets a décidé que c'était celui-là et pas un autre. On ne sait pas pourquoi ils ont décidé de proposer à cet enfant, on nous les proposait, on va le dire comme ça. Et donc on va rencontrer l'enfant en général en prison des mineurs. Bon, il y en a certains qui sont dans des prisons des majeurs, dans des parties des mineurs. En général, c'est les prisons des mineurs. Et on va parler de ce qu'on leur propose. Ce qu'on leur propose, c'est le début d'un dialogue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cet enfant se trouve dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est un vrai... Oui, alors à propos justement du dialogue ou de
disons, le registre de la parole. Vous aviez pu témoigner très finement de l'impossibilité pour ces jeunes d'expliquer leurs actes. Ainsi, lors d'une de vos interventions en 2019 pour un congrès de l'Institut de l'enfant, intitulé « Enfants violents », vous aviez insisté sur l'importance d'amener le jeune que vous recevez à être en mesure de s'interroger sur cet acte. Tant du point de vue de ses conditions, disons, subjectives, que de ses conséquences. Là où il était totalement extérieur, il s'agirait donc de faire naître des questions. Donc si vous pouvez revenir rapidement sur ce point important, me semble-t-il. C'est des points compliqués. La première chose à dire, c'est que les enfants que je rencontre n'ont pas commis des délits ou des crimes clairement identifiés en droit commun. C'est-à-dire que si on regarde la prévention du terrorisme, que ces enfants, que leurs actes sont qualifiés d'infractions délictuelles ou criminelles. Et donc, ils sont volus... Vous pourriez donner... oui, ils sont volus, comme Olivier disait, ils sont tentés d'aller en Syrie contrôlés alors par Daesh, ils ont accepté l'idée d'intégrer un groupe subversif ici ou là, ils ont fait de l'apologie du djihadisme, ils ont mimé une décapitation sur la toile, ils ont organisé des mariages entre filles européennes et combattants du Daesh, etc. C'est-à-dire que l'appellation association des malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, et en vue c'est très important parce que ce qui va épingler la justice, c'est l'intention, la visée, en vue d'eux. Moi je pense qu'il y a une deuxième façon d'épingler les en vue, parce que ça passe par le regard. C'est-à-dire que tout ce que je vous décris là, ça passe par la toile, ça passe par les nets, ça passe par l'ordinateur. L'association est une association virtuelle. Les enfants ne se rencontrent pas, ou très rarement physiquement. Et je crois que ce qui se passe là, Olivier peut-être dira ce qui se passe en Belgique, si c'est pareil que ce qu'on voit ici, c'est quand même une sorte d'analyseur, comme diraient les sociologues, de toute une génération d'enfants qui se rencontrent par la toile et qui vont cumuler pour ceci, et c'est une vraie question, des dossiers pleins, des scènes horrifiques qui sont envoyées par les mentors, des décapitations et autres beautés, à côté et dans les mêmes dossiers que des scènes pornographiques. C'est une constante. Alors, qu'est-ce qui fait question? Parce que ce que tu me demandais, c'est dans quelle mesure on peut maintenir une question chez ces enfants qui arrivent en disant... Ou la faire émerger. La faire émerger. Parce que ce qu'il dit, c'est « moi, je n'ai rien fait ». Et stricto sensu, ils n'ont rien fait. Ils avaient l'intention. Je vais faire sauter à la synagogue de je ne sais pas quoi, mais ils n'ont pas fait. Je vais vous dire un truc qui est assez empirique, je ne pourrais pas vous dire plus au-delà. Ce que ces enfants produisent, surtout, c'est un grand sentiment de honte dans la famille. La famille est honteuse de ces enfants-là. La communauté des enfants sont honteuses. Ces enfants qui viennent des familles qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas eux-mêmes de culture religieuse particulière, etc. Les parents, en général, ont honte de ces enfants-là, et cette honte fonctionne, à mon avis, comme une pousse à la question. C'est-à-dire le fait que les parents se sentent honteux nous permet de rentrer dans... On pourrait voir là, mais je vais m'arrêter là, on pourrait voir là un effet collatéral de l'acte visé par l'enfant, c'est-à-dire l'effet de produire de la honte de la famille. Moi, j'ai tendance à penser, depuis les années que je regarde ces enfants, que ce n'est pas un effet collatéral, c'est le strict visé de l'enfant. Merci Déborah. Bon. Olivier, je voulais revenir donc sur ce terme de radicalisation avec vous. Lors d'une de vos interventions en 2019, vous disiez préférer le terme d'extrémisme violent. Alors j'avais envie d'un peu d'entendre en quoi ce terme de radicalisation, en quoi est-il impropre selon vous, quelle conception vous en avez, même si pour plus de facilité c'est sûrement celui qu'on va employer lors de l'émission. Alors effectivement c'est un mot qui est simple parce que il a été les médias l'ont approprié, et donc à partir du moment où il y a des attentats, clairement de la barbarie sur nos territoires respectifs, il est difficile, lorsque l'opinion publique s'approprie ce concept, d'en changer. Donc moi, voilà, il n'y a en tout cas dans l'arsenal législatif belge aucun texte qui punit le radicalisme en tant que tel. On peut adopter une posture radicale, d'ailleurs les Gilets jaunes ont été dénommés des radicaux à certains égards, où ils ont fait preuve de radicalité. On a une gauche radicale en France et en Belgique, et donc voilà, ça me semblait un concept un peu vide de sens et qui est un peu un mot valise ou un concept fourre-tout. Donc moi j'ai tout le temps préféré le concept d'extrémisme violent, puisque là évidemment c'est un concept plus anglo-saxon, hein.
Là, on dénomme clairement les choses. C'est la rencontre entre une idéologie extrémiste, donc, et c'est là sans doute la radicalité dans la vision ou la visée idéologique, et la rencontre d'un passage ou d'un recours à l'action violente. Et pour répondre à la question que vous aviez posée, qui est vraiment très intéressante, moi je n'ai pas la science exacte ou la science infuse pour expliquer le passage à l'acte. Il faut clairement distinguer deux choses. Il faut distinguer la légitimation de l'acte en tant que tel, qui a à des fins religieuses, ça c'est clair. Lorsqu'on commet des attentats au nom de Dieu, la légitimation de l'acte, il est là. Par contre, l'explication du recours à la violence, ça c'est un mystère. C'est vraiment un mystère, et donc moi je pense qu'il n'y a pas de gêne du fondamentalisme ou de l'extrémisme. Je ne pense pas que le recours à l'action violente soit une question purement ou proprement religieuse, c'est plutôt pour moi une question de personnalité, et surtout d'intégration de jeunes dans un groupe. Alors le groupe peut être physique, on l'a vu avec les attentats de novembre 2015, un noyau qui s'est composé depuis Molenbeek et qui est passé à l'action violente. Mais ça peut également se passer sur les réseaux sociaux. Alors, je vous arrête juste 2 secondes, parce que ça m'amuse un peu que vous disiez ça, parce que vous dites que vous pensez qu'il peut y avoir une question de personnalité, donc ça renvoie plutôt à, au domaine d'expertise de Déborah, si je puis dire. Mais elle, quand on la suit, elle dit « On ne peut pas se fier qu'aux coordonnées subjectives d'un jeune pour expliquer ça. » C'est aussi pris dans un discours, c'est aussi pris dans une offre d'identification sur Internet, par les copains, et par tout le discours qui est infiltré dans les journaux. Et puis, il y a peut-être aussi quand même la dimension d'un choix, quand vous parlez du mystère de la violence, d'un choix éthique aussi. Et qui est là un peu insondable. Et c'est aussi quand même faire un choix politique. Il y a aussi la dimension... Voilà. Moi, j'inscrirais, pour répondre à votre dernière remarque, le terrorisme qu'on a connu ces dernières années dans des violences politique. Il est clair que ce sont des jeunes qui sont souvent partis vers des zones de combat, qui sont revenus pour, entre guillemets, régler leur compte avec notre société, notre manière de vivre. Alors, je ne mets évidemment pas tout sous le dos de la personnalité. Vous l'avez très bien signalé lors de votre introduction. Il y a de multiples facteurs qui expliquent. Et donc, il y a des facteurs biographiques liés à la famille, à la socialisation au sein de la famille. Il y a aussi des facteurs plus contextuels, la vie de quartier, les relations avec la police, dans des quartiers difficiles, par exemple, des échecs sentimentaux, scolaires, ou des échecs dans la vie qui peuvent créer un sentiment de frustration, qui peuvent aboutir à un défaut, un déficit d'estime de soi, qui fait qu'à un moment donné, on va retourner les stigmates. Ça peut être aussi des événements contextuels, la géopolitique. On sait très bien ce qui s'est passé. Et moi, beaucoup de jeunes m'ont dit « Oui, je suis parti parce que on avait dit que quand Bachar al-Assad allait utiliser des armes chimiques, on allait clairement aller... combattre et arranger le problème là-bas. Ça n'a pas été fait. Et donc, là où il y a de l'éthique, c'est que les recruteurs et le discours, cet islam un peu frelaté, justifiaient le départ de jeunes vers des zones de combat en disant c'est un devoir moral, comme vrai musulman, d'aller là-bas, qui est une terre sainte, qui est une terre sacrée. Donc c'est ça le choix éthique. La violence ne sera jamais, je pense, quand on y recourt, à un choix éthique. Je pense qu'à un moment donné, d'autres éléments peuvent expliquer la violence. Déborah, il y a quand même, au niveau sociétal, une offre aux enfants de faire une promotion narcissique inespérée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de médiatisation de l'affaire que... je crois que la question de la radicalisation est très compliquée. Nous, quand on a proposé le dispositif, on l'a défini par la négative. On a dit, on n'est pas là pour déradicaliser. L'offre qui s'offrait en 2015, c'était beaucoup ça. Et les associations, c'est pas pour rien que la plupart ont fermé. Nous, on a dit, on ne va pas déradicaliser. On va proposer un espace pour maintenir une sorte d'écoute et observation prolongée. Alors, la question de la radicalisation a été beaucoup théorisée, et quand on lit un peu la bibliographie sur ça, ça tend à être défini comme une sorte de cueil du processus de l'adolescence, comme une sorte de moment de l'adolescence dont l'enfant devrait répondre à un moment ou à un autre. Moi, je préfère le terme radical dans son acception adjective et subjective, comme les socles communs, comme l'immuable. Depuis les années que j'écoute ces enfants, je me dis que l'enfant que je vois, je suis humble, on a vu que 15 enfants en 6 ans, c'est pas beaucoup. C'est l'enfant que je vois ne se radicalise pas, il est radical.
avant. C'est-à-dire, il y a en lui cette chose immuable qui lui empêche de dialectiser les rapports avec les autres. Et là, au moment où la séparation avec les parents devient impérieuse, elle est impossible. Donc, à mon avis, la dite radicalisation est une tentative, une suppléance à une séparation qui ne peut pas se faire autrement. Violente, effrayante, mais la radicalisation, nous, on la voit comme une sorte de passage en force d'une séparation impossible. Peut-être vous voulez rebondir, Olivier. Oui, tout à fait. Quand on analyse effectivement la littérature sur le sujet, ne fût-ce que française, on voit qu'il y a beaucoup de biais. Hein. Les criminologues l'analysent en termes de déviance, de délinquance. Les sociologues en termes d'identité, les théologiens en termes de problématiques religieuses. Bon, le débat qu'épelle Olivier Roy, par exemple. Ici, moi, dans mon expertise, je me dis, est-ce que c'est pas finalement une question adolescente, hein, finalement, c'est des jeunes, et donc la relation avec l'absolu, hein, donc un jeune qui ne fait plus de compromis parce que c'est l'âge où on découvre, qui teste les limites, hein, finalement, et les limites de la société que la société lui impose, ou qui, à un moment donné, décide de prendre des risques inconsidérés. Et donc, effectivement, moi, ce passage, je l'ai vu avec une maman qui est venue me trouver, par exemple, et qui a juste trouvé une lettre en disant « Maman, je t'aime, je pars, je vais vivre ma vie, tu m'as tout donné, je ne te dois plus rien, je pars vivre ma vie, je ne serai plus un boulet pour toi. » Et donc voilà, donc il y a vraiment ce passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors effectivement, on peut mobiliser d'autres concepts, comme là, cette fameuse adolescence, hein. Parce qu'on a quand même maintenant des gens entre 20 et 30 ans qui sont partis également, mais qui sont sans doute encore dans un état psychique propre à l'adolescence, mais à l'âge adulte. Et donc je pense que là, il y a vraiment un biais que nous n'avons pas assez utilisé par rapport essentiellement aux mineurs ou aux jeunes adultes. Moi, j'ai les sentiments, en les voyant, ces enfants-là, je parle d'enfants, justement, parce que je crois que ce qui est difficile, c'est ces passages. Je ne suis pas sûr qu'ils soient du côté de l'adolescence. Moi, c'est ce que j'ai pu entendre ces dernières années parmi les enfants et les adolescents que j'ai vus, c'est que les temps de l'adolescence et de l'enfance n'ont vu naître aucune forme de rébellion, ni de contestation exprimée à l'égard des parents. À l'heure où les semblables font de la critique des parents leur sport favori, ceux-là, ils répondent par la soumission et par le silence. Une soumission, d'ailleurs, qu'ils vont réitérer en tant que bras armés de l'impératif djihadiste. Donc la soumission reste là, c'est-à-dire qu'ils ont été soumis aux parents. Les parents sont extrêmement étonnés de ce qu'ils entendent, parce qu'ils ont eu jusqu'à là, en général, de ce que j'ai vu, des enfants extrêmement soumis. Donc la question du passage adolescent, à mon avis, ça prend la place du passage adolescent. C'est pas que parce qu'ils sont adolescents, ils se radicalisent, c'est que la radicalisation vient à la place. À mon sens, c'est une sorte de suppléance. Rite de passage, peut-être. Oui, mais pas comme ça s'attendait, quoi. Pas dans les rites initiatiques qu'on a attendus. Vous parliez, Déborah, tout à l'heure, de la promotion narcissique que ça offre, tout le folklore, finalement, un petit peu. Il y a un romantisme des quartiers sur cette question-là. Mais ce qui reste quand même inaperçu par ces jeunes, derrière un peu ce paravent narcissique, c'est quand même ce qu'on a aussi abordé, c'est-à-dire une violence dans le passage à l'acte, ou dans le désir de passage à l'acte, ou dans la collection de vidéos horrifiques à côté de vidéos pornographiques. Je me demandais si on pouvait pas se dire qu'on se situait quand même dans une logique de suicide, au moins au sens de suicide social, du fait des conséquences quand même. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, au fond, ils réalisent une éjection de leur scène familiale, une éjection de la scène scolaire, de l'école. Voilà, moi je pense qu'il y a une dimension quand même de rupture radicale avec le monde, enfin, une réalisation de cette exclusion qui est quand même essentielle. Je voulais un peu votre point de vue là-dessus. Effectivement, donc c'est un constat. Alors la grosse difficulté, c'est que par définition, ceux qui se sont fait sauter n'ont rien laissé derrière eux. Donc on peut difficilement... Donc on a toujours affaire à, comme dans un avion, une boîte noire. Hein, donc c'est très difficile de pouvoir entrer là-dedans et de pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans le processus de radicalisation, on peut en sortir à un moment donné via l'intervention d'un professionnel, un psychologue, un assistant social ou un éducateur spécialisé. On peut sortir. Alors, c'est pas évident, mais on peut sortir. Quand on sort également du groupe. Par contre, ceux qui continuent
je dirais jusqu'au bout, il y a à un moment donné un point de basculement. Et ce point de basculement, c'est toujours une rupture biographique. Ça peut être à un moment donné un sentiment, un fait d'injustice, des faits de harcèlement. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui ont décidé de partir vers des zones de combat suite à un viol au sein de la famille, suite à, je dirais, des faits de harcèlement, suite à une arrestation arbitraire par les services de police. Et à un moment donné, là, c'est les failles narcissiques qui sont travaillés, qui vont impliquer qu'on bascule qu'à un moment donné, ça c'est le Farkas qu'il a un peu mis en évidence, qu'on retourne finalement les stigmates et que finalement prendre un nom de guerre là-bas, c'est finalement pour impliquer la terreur que l'on vivait ou qu'on se disait vivre ici en tant que population discriminée. Oui, donc là vous mettez l'accent sur la dimension de l'injustice et le registre victimaire qui sont aussi convoqués donc par ces jeunes dont vous vous occupez. Mais pensez-vous que ces dimensions ont ici une spécificité ? Moi, je constate comme Olivier que, comme souvent, on essaye quand même de faire un récit un peu fictionnel de la biographie de l'enfant avec l'enfant pour l'intéresser un petit peu à se dire, à ce qu'il peut raconter. On retrouve, mais je dirais comme dans d'autres biographies, les signifiants harcèlement, exclusion. Ce que moi je constate, c'est qu'au moment où c'est vécu, c'est difficilement symbolisable, c'est-à-dire que c'est difficilement dialectisable ce qui s'est passé. C'est pas des enfants qui puissent apprendre cette histoire, cette partie de sa biographie et pouvoir en faire quelque chose avec ça. Je suis plutôt d'accord avec Caroline quand elle dit que ce qui s'est produit, c'est un frayage radical, c'est-à-dire qu'on essaye de sortir de l'enfance parce qu'on ne peut plus être là, et on sort radicalement. Pour toujours. Un enfant qui a 13 ans va se retrouver en prison sans être très sûr qu'ils vont accoster l'âge adulte sereinement, en tout cas. Et alors pour compléter aussi la question de Caroline tout à l'heure concernant la dimension suicide, concernant le registre de la mort. Alors est-ce que c'est aussi un registre qui est évoqué par ces jeunes que vous rencontrez, par le biais peut-être notamment de la question du martyr ou du sacrifice ? Peut-être Olivier, si vous voulez. Alors moi personnellement, très très peu. Alors évidemment, je n'ai pas vu, parce qu'on prend un groupe représentatif, hein, donc voilà, il faut, je pense, déjà aller très très loin dans le lien de confiance pour à un moment donné aborder ces questions-là, puisqu'évidemment la jeunesse, c'est le contraire finalement de la mort, et donc moi je n'ai pas rencontré beaucoup de jeunes qui spontanément parlaient de cette dimension martyriale ou du sacrifice ou du passage à l'acte. Donc, le cautionner la violence, oui. Légitimer les théories du complot, je vous avoue que les attentats de Charlie Hebdo, c'est clair qu'ils n'avaient pas à faire ça, à montrer des caricatures du prophète, ça c'est clair. Par contre, un intérêt pour la mort, voilà, moi je les ai beaucoup travaillés avant cette rupture, je dirais radicale, si je puis dire, du passage à l'acte. Déborah, qu'est-ce que vous en pensez ? La petite expérience, hein, parce que je n'ai connu que 15 enfants dans la situation que je vous décris, il y en a un seul qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas pensé, mais ils sont pas partagés avec nous. Il y a un seul qui organisait une sorte de suicide un peu élevé, une sorte de suicide. Il voulait effectivement rejoindre les paradis pour rejoindre sa petite sœur qui était morte quelques années avant. Circonstances un peu troubles. Donc il organisait, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans la biographie individuelle, parce qu'on est obligé de rentrer dans l'histoire de chaque enfant, et puis effectivement ça prend des proportions un peu sociétales. Mais quand vous écoutez les enfants, ce qu'ils pensent pouvoir commettre comme passage à l'acte s'inscrit dans une biographie avec des coordonnées extrêmement subjectives. Cet enfant-là part de la mort parce qu'il veut rejoindre sa petite sœur. Bon, que Daesh lui ait donné la possibilité de faire de cet suicide quelque chose un peu plus élevé et il y a une raison un tout petit peu plus abstraite, possible. Mais bon, c'est le seul enfant en 15 que j'ai vu qui a parlé de cette volonté de mourir. Alors, concernant maintenant le registre de la religion chez ces jeunes radicalisés, est-ce un motif crucial de radicalisation selon vous ou plutôt secondaire
qui serait de l'ordre du prétexte, de la rationalisation et peut-être de la recherche de sens. Alors on sait qu'à cet égard, il existe au moins 2 thèses, vous en avez parlé très rapidement tout à l'heure Olivier, 2 thèses en opposition, celle d'une islamisation de la radicalité, portée notamment par Olivier Roy, pour qui c'est d'abord un désir de révolte, de radicalité qui prime, et qui s'habille de l'islamisme pour se constituer. Et puis il y a au contraire la thèse d'une radicalisation de l'islam dans la filiation des travaux de Gilles Kepel, avec Hugo Micheron également, pour qui c'est à partir de l'islam qu'émerge une logique de radicalisation, dans une dimension politique qui est celle du djihad, qui bien sûr ne concerne pas tous les musulmans, même qu'une infime minorité des musulmans. Alors, l'idéologie tient-elle selon vous une place prépondérante ? Qui veut commencer? Je veux dire rapidement que dans l'échantillon des enfants que j'ai rencontrés, aucun ne venait d'une famille religieuse. Et pour l'ensemble des groupes d'appartenance, que ce soit la famille ou la communauté, l'acte de l'enfant fait énigme. Il ne ressort d'aucune évidence culturelle, religieuse. Aucun de ces enfants connaissait la religion vraiment avant de rentrer en contact avec un mentor par les nets, qui l'initie, je dirais même pas à la religion, mais au djihadisme. Nous nous sommes posé la question, et d'ailleurs les premières années de travail, on n'a pas fait du tout intervenir la question religieuse, justement pour marquer qu'il ne s'agissait pas de ça. Dernièrement, un peu en dialogue avec nos partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse, on fait intervenir depuis 2-3 ans un médiateur religieux qui vient parler aux enfants 1 fois par semaine, mais qui nous disent tous les enfants ne semblent pas hyper intéressés à connaître plus que ceux qui sont connus de façon un peu déformée par les interlocuteurs. Ça rejoint votre expérience, Olivier ou... Alors, moi, mon expérience, elle appuierait plutôt la thèse d'Olivier Roy, mais je conçois que la thèse de Gilles Kepel soit tout à fait vérifiable. Pourquoi? Parce qu'à Molenbeek, nous avons clairement des jeunes qui se socialisent souvent dans la primo-délinquance, qui à un moment donné ont une appétence pour la violence, ils passent souvent par la case prison. Et en prison, ils vont rencontrer une offre idéologique qui va justifier ou légitimer le passage à l'acte, malgré une socialisation par la violence. Par rapport à l'autre thèse, il est clair qu'à Bruxelles, pas pour prendre Molenbeek, mais à Bruxelles, il y a des réseaux salafistes qui existent, qui combattent même les réseaux des frères musulmans pour s'acheter un peu le territoire. Mais donc l'offre religieuse ou l'offre radicale religieuse vient toujours s'inscrire dans un substrat social. Et c'est finalement la rencontre des deux qui crée vraiment une dynamite. Moi, j'ai rarement rencontré des purs idéologues religieux qui ont décidé de passer à l'action violente. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre à derrière, et un des éléments qui me semblait fondamental que j'ai pu en tout cas vérifier sur le terrain, c'est ce qu'Olivier Roy appelle la rupture générationnelle. Effectivement, on a des jeunes qui ont un degré de connaissance de leur religion qui est degré 0, où il n'y a aucune ou plus aucune transmission de la religion au sein de la famille. Avant, les grands-pères, souvent les patriarches expliquaient, c'est terminé. Ces jeunes ne vont pas dans les mosquées. Ou quand ils y vont, ils rencontrent des imams qui sont quasi parfois des fonctionnaires ou qui ne pratiquent que l'arabe. Alors qu'un jeune de Molenbeek aujourd'hui, a priori ou à Bruxelles, il pratique très très peu l'arabe. Et donc, c'est à un moment donné, lorsque le jeune se pose des questions très légitimes sur la spiritualité, il va chercher sur le net. Et là, vous tapez, vous rencontrez d'abord des vidéos complotistes ou des vidéos qui font l'apologie du djihad. Et si vous êtes dans un réseau, on va vous fournir des vidéos du darknet sur des décapitations, etc. C'est comme si on disait que l'apprentissage de la sexualité se fait par la pornographie. C'est exactement la même chose. Donc les deux thèses sont vérifiées et vérifiables, mais voilà, ça ne nous donne pas une réponse pour décoder ce qui se passe dans la tête des personnes. Bon, pour un peu finir cette émission, ça a été un petit peu évoqué au tout début, mais quand même, il me semblait qu'on ne pouvait pas ne pas parler de l'échec des programmes de déradicalisation, qui est un mot horrible d'ailleurs. Qu'en pensez-vous tous les deux? Et notamment, Olivier, vous nous avez parlé quand on a préparé cette émission aussi de certains facteurs de protection préventifs, entendus dans le sens qui retiendrait d'aller plus loin dans ce parcours. On aimerait bien vous entendre sur ces points. Par rapport
rapport au concept de déradicalisation, c'est quand même compliqué de définir un concept alors qu'on n'a déjà pas réussi à définir ce qu'était la radicalisation violente. Donc après, c'est une aporie. Hein. Donc, donc voilà, donc mettre les jeunes ou les individus dans des centres, vous êtes radicalisés et donc on va vous guérir, c'est un peu une utopie. Hein. Ça part sans doute d'une bonne intention, d'une volonté politique d'acheter la paix sociale ou de limiter le risque sécuritaire. Par contre, je pense que moi en tout cas ce que j'ai pu faire avec ces jeunes, c'est essayer de rétablir le lien, soit avec la famille, avec la société, avec les institutions. Et donc là on peut clairement avancer. Et à un moment donné, en le questionnant, on peut finalement pas le déradicaliser, mais se poser la question, est-il capable de faire des concessions avec notre modèle de vie? Moi, j'ai remis à radicaliser au travail en disant, tu peux tout à fait prier dans ta voiture 5 fois par jour pendant tes pauses au boulot. Ah, mais ça, je ne savais pas. Mais il n'y a rien qui l'interdit dans le Coran. Et donc, voilà. Donc, à un moment donné, des compromis pour se réinsérer dans la société et retrouver une place, pour vraiment être conscient qu'on a un apport dans notre société. Donc les facteurs de protection? Alors les facteurs de protection, c'est dans un premier temps pour moi la famille, renouer avec la famille, mettre l'individu dans des activités socialisantes, travailler pour qu'il adhère à des normes sociales qui sont reconnues par tout le monde, et surtout éviter une pensée polarisée. Donc évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est théorie du complot, vraiment travailler cette dimension cognitive. Et ça, c'est un facteur de protection. Bon. Déborah, juste peut-être un dernier mot sur la question. Nous, on ne s'est pas inscrit dans la prévention de la déradicalisation parce que ce qu'on avait, c'était plutôt une question de pouvoir donner à l'enfant la parole, qu'il puisse parler de ce qui était arrivé pour lui, pour que nous, on puisse comprendre, pour que lui puisse comprendre, pour que les gens puissent comprendre. C'est vrai que notre tension pour nous, la vocation pour nous, c'est de pouvoir subjectiviser un enfant, pouvoir lui donner la parole, qu'il puisse lui se poser des questions. La question de la radicalisation pour nous est vraiment secondaire. Bon, je vous remercie tous les deux pour ce débat très éclairant sur cette thématique quand même cruciale pour notre époque, notamment dans ses conséquences politiques variées. Cette émission est à présent terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Studio Lacan. Bonsoir.